Dans 23 dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football. Ça arrive et comme chaque jeudi, je vous raconte une histoire qui a marqué le mondial. Et cette fois-ci, on va raconter une histoire franco-française, celle de la première étoile sur le maillot. On remonte le temps jusqu'en 1998, époque où les coéquipiers de Didier Deschamps ont gravi les étapes pour arriver sur le toit du monde. Cette équipe revient pourtant de loin, et le pari de faire vibrer la France était loin d'être gagné. Pas vraiment aimé, respecté un petit peu, crainte de temps en temps, mais adoré certainement pas. L'équipe de France ne perd pas beaucoup à cette époque, mais elle ne fait pas souvent trembler les filets et le jeu proposé par les Bleus est qualifié à minima d'ennuyant. C'est le sélectionneur Aimé Jacquet qui est la cible de toutes les critiques négatives. On lui reproche son jeu prudent, son obsession de l'équilibre, sa méfiance envers les artistes. Il devient l'architecte de la reconstruction après la débâcle de France-Bulgarie. À l'origine, il était l'adjoint de Gérard Houllier et c'est à lui que la Fédération française a confié les rênes du bateau bleu qui était littéralement en train de sombrer. Il a été choisi pour redresser la barre et oublier le traumatisant échec de novembre 1993. Le sélectionneur est critiqué depuis des années. Pour la campagne de l'Euro 1996, les éditorialistes réclamaient Cantona, Ginola, Papin. Jacquet a résisté. Il a construit autre chose, une équipe de devoir, de solidarité, de travail invisible, une équipe pensée pour tenir dans les tempêtes. Le bilan est tout à fait correct, une campagne de qualification réussie pour l'Euro en Angleterre, et lors de cette compétition, la France atteint les demi-finales. Pourtant, les critiques existent déjà, en particulier sur un jeu peu flamboyant. En effet, Jacquet mise sur une défense compacte et solide, et surtout sur un état d'esprit solidaire entre coéquipiers. Pour la Coupe du Monde 1998, Jacquet préfère construire un groupe qui va bien vivre ensemble pendant le mois de compétition plutôt qu'un amalgame de starlets à l'ego surdimensionné. Excite du coup le jeune prodige mais imprévisible Anelka. La star outre-Manche Cantona a pris sa retraite et ne sera toujours pas de la partie, et Ginola et Papin sont vieillissants et n'ont plus le niveau. À Clairefontaine, loin du bruit, le sélectionneur martèle toujours la même idée. Une Coupe du Monde ne se gagne pas avec 11 vedettes, mais avec un groupe capable de souffrir ensemble. Le groupe, justement, ressemble à un drôle de mélange. Il y a les anciens marqués par les échecs précédents, Deschamps, Blanc, Desailly. Il y a les talents nouveaux, déjà immenses, Zidane, Djorkaeff, Thuram, Barthez. Et puis il y a les soldats silencieux, Petit, Karembeu, Lizarazu, Guy Varche. Premier couac, à quelques jours du début, le départ de 6 joueurs réservistes en trop sur la liste officielle de la compétition. Le mondial va débuter et la presse spécialisée n'est pas franchement derrière son équipe nationale. Elle attise la rivalité entre les deux gardiens, Lama et Barthez. Elle émet des doutes sur la capacité de Zidane à enfin s'exprimer au plus haut niveau. Elle s'acharne sur Dugarry. Elle se moque même de l'accent soi-disant paysan de Jacquet. Mais l'entraîneur de l'équipe de France est au-dessus de tout ça. Son objectif est de remporter la Coupe du Monde à domicile, puisque la France a obtenu l'organisation de la plus belle des compétitions de football. Elle a même construit un nouveau stade flambant neuf, le Stade de France, qui va devenir l'antre des équipes de France de sport. Le premier match contre l'Afrique du Sud à Marseille n'apporte qu'un début de réponse. Victoire 3-0, maîtrise collective mais peu d'emballement. L'équipe reste difficile à lire, solide, oui, spectaculaire, pas encore. Dugarry marque et tire la langue à une tribune de presse remplie de journalistes qui ne l'avaient pas vraiment épargné les mois précédents. Le match ne décolle pas avant l'heure de jeu et le deuxième but marqué par Djorkaeff. Le jeune Henry se révèle aux yeux du monde en inscrivant le dernier but du match. Le jeune attaquant de Monaco, lancé presque par nécessité après les blessures de dernière minute, apporte immédiatement de la vitesse et de l'insouciance. 4 jours plus tard, à Saint-Denis, les Bleus affrontent la faible Arabie Saoudite. La France déroule, marque 4 fois par l'intermédiaire de Henry à 2 reprises, Trezeguet et Lizarazu, mais elle perd son génie. Zidane est expulsé après un geste d'humeur. Il s'essuie les crampons sur le dos du Saoudien qui lui a posé une petite semelle. 2 matchs de suspension et les mots difficiles de son capitaine Deschamps au micro de Téléfoot. Zinedine, c'est impardonnable. Déjà sur les matchs amicaux, il a failli se faire expulser. Et là, ici, on sait que c'est un joueur impulsif, mais il va nous condamner sur 2 ou 3 matchs. Je pense qu'il va les prendre. Donc, sachant l'importance qu'a Zinedine Zidane dans notre jeu, c'est vrai que c'est un atout important que l'on perd et ça va pas être évident maintenant. Le dernier match du groupe contre le Danemark est l'occasion pour Jacquet de faire tourner son effectif. Cela permet entre autres de donner du temps de jeu aux joueurs qui ne sont pas titulaires. Ainsi, les égos sont calmés et l'ensemble de l'équipe est concerné. Malgré cette revue des troupes, les Bleus gagnent encore. C'est d'abord une histoire de pénalty. Djorkaeff pour la France et Laudrup pour le Danemark. Match nul à la mi-temps et au retour des vestiaires, Petit d'une frappe limpide à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation donne la victoire aux siens. 3 matchs de poule, 3 victoires. Les Bleus réalisent un sans faute pour la première et dernière fois de leur histoire en Coupe du Monde. Puis arrive le premier vrai combat, le 28 juin à Lens.
La France affronte le Paraguay en 8e de finale. Le pays entier découvre alors ce qu'est réellement une Coupe du Monde, un endroit où la logique peut disparaître en quelques secondes. Le Paraguay de Gamarra défend avec une férocité incroyable. Chilavert, le gardien, hurle sur ses défenseurs comme un chef de guerre et attend patiemment les tirs au but, sa spécialité. Les minutes passent, la France domine mais doute. Les Bleus ne trouvent plus d'espace. Guivarch se bat sans relâche. Henry tente d'accélérer, il déborde la défense mais ça frôle le poteau. Les Sud-Américains poussent le pays organisateur vers la prolongation. Le football de l'époque expérimente une nouvelle règle, celle du but en or. Le premier but en prolongation met immédiatement fin au match. La France joue très haut pour forcer la décision. À la 114e minute, Pires centre au point de pénalty. Trezeguet remet intelligemment de la tête pour Blanc, libre de tout marquage. Il frappe fort en première intention et crucifie Chilavert. Bollaert explose. Ce soir-là, la France comprend peut-être pour la première fois que cette équipe possède quelque chose de spécial. Les champions ont souvent besoin d'un match où ils frôlent la catastrophe pour se découvrir immortels. Et pour savoir si cette équipe de France deviendra immortelle, rendez-vous demain pour la suite de l'épopée des Bleus à la Coupe du Monde 1998.